Salut à toi, bienvenue dans la revue bimensuelle du portefeuille Quiet Wealth. Nous sommes le 7 septembre 2025 et au programme de cette revue, on va voir pourquoi François Bayrou nous offre une chance inouïe en bourse, je te parle de belles actions françaises bradées dans les prochaines semaines. On va voir aussi les mouvements du portefeuille depuis 15 jours, et enfin, je te donnerai mon avis sur l'entreprise Pernod Ricard. En quelques minutes chrono, je t'analyse entièrement notre leader des spiritueux. Est-ce que son business model et ses fondamentaux la rendent intéressante à son prix actuel? On va voir tout ça, allez, c'est parti. Le 25 août 2025, François Bayrou a annoncé soumettre à son gouvernement la confiance du Parlement le lundi 8, donc le jour où tu verras cette vidéo sortir. Le Parlement peut le renverser s'il n'y a pas assez de votes favorables. Résultat, les marchés paniquent, les taux français flambent, le CAC 40 fait moins 4% depuis le début de l'annonce, et certaines valeurs ont même dévissé jusqu'à moins 10%. Et ce n'est que le début. Les appels à faire des grèves, des blocages, des actions de résistance à partir du 10 septembre se multiplient. En cas de chute du gouvernement, 2 jours avant, cela peut encore enfoncer la France dans la crise. Et comme si ça ne suffisait pas, les agences de notation pourraient dégrader la note de crédit de la France le 12 septembre. Si la note baisse, les taux remontent encore, et c'est encore plus dangereux quand on voit l'état de notre dette. À la date où tu verras cette vidéo, Bayrou sera sur le grill devant le Parlement. Tombera pas, personne ne le sait avec certitude. Je peux juste te dire que tout cela est anxiogène, et c'est justement dans ce contexte de panique que les investisseurs optimistes vont faire des belles affaires. Quand les marchés paniquent, ce qui est courant chez eux, moi je prépare ma liste d'actions à surveiller. Le marché jette toutes les actions françaises en situation de crise. Et dans le lot, il y a d'excellents dossiers qui peuvent s'acheter à prix cassé. Je te partage mon screener Quality Business pour trouver les super actions françaises qui seront peu ou pas affectées par la crise française. Voici mes 4 critères capitaux pour trouver des entreprises entre guillemets France-proof. Le premier critère, c'est le niveau de réglementation par l'État. Plus une entreprise a une activité régulée par l'État, plus elle s'expose à des revirements sur son business en cas de changement de gouvernement. Deuxième critère, c'est la part du chiffre d'affaires réalisé avec l'État. Si l'État baisse sa commande, une entreprise est dans la panade. Troisième critère, c'est la part du chiffre d'affaires réalisé en France. Les entreprises qui sont trop dépendantes de la France peuvent sous-performer. Et quatrième critère, le plus simple, c'est les taux de profit. Il est important, une entreprise avec des profits élevés peut mieux encaisser des chocs comme une récession en France ou la perte d'un client français. Chaque entreprise est évaluée sur tous les critères, et tous les critères sont notés de 0, ce qui est le plus nul, à 3, qui est le plus fort. Sur un score total de 12, voici les résultats globaux des entreprises. Je te mets le détail de la notation par entreprise en pièce jointe dans la description si tu veux aller la voir, ainsi qu'un petit commentaire qui accompagne chaque entreprise. Les profils d'entreprises parfaites malgré la crise en France sont les entreprises du luxe, les entreprises comme Air Liquide ou Schneider Electric. Elles vendent partout dans le monde, leurs secteurs sont très peu régulés par l'État et ils font très peu de chiffre d'affaires avec l'État. Les pires actions, ce sont les actions bancaires, qui sont réglementées par l'État, qui recyclent la dette de l'État et qui lui prêtent, et qui en plus font partie de l'écosystème du pays. Donc ce sont pour moi les actions à totalement éviter en cas de crise à partir du 8 septembre. Il y a 2 entreprises qui m'intéressent particulièrement dans le lot, ce sont Essilor Luxottica et Hermès. J'ai fait un travail assez long et détaillé pour analyser le CAC 40, je t'invite bien évidemment toi à analyser plus en détail des entreprises si elles t'intéressent. Je t'invite aussi à me laisser un petit like pour m'encourager à continuer dans ce genre de travaux. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir toutes les analyses de qualité dans les prochains épisodes. Ça me fait très plaisir de faire ça et ça me ferait très plaisir que tu me remercies en t'abonnant. Ça me stimule intellectuellement et j'espère que c'est ton cas aussi, n'hésite pas également à me laisser un commentaire. Actuellement, je renforce mes stocks de cash, en attendant de voir comment se déroulent les choses dans les prochaines semaines. La priorité, avec ce cash, c'est surtout de renforcer les actions françaises qui sont déjà présentes dans mon portefeuille, et il y a 5 actions françaises dans mon portefeuille. Ces actions, elles ont bien baissé depuis 15 jours, je te montre ça tout de suite. Quand je te disais que Bayrou nous offre une belle opportunité, ça n'inclut pas ce qui est arrivé à mon portefeuille. Son annonce a fait plonger le portefeuille Quiet Wealth de presque 2%. Quand on regarde les variations par action, c'est bien évidemment les françaises qui ont plombé la performance. Moins 5,8% pour GTT, moins 4,6% pour Air Liquide, moins 5% pour Total Energy, moins 9,2% pour Katana Group.
alors qu'elle venait justement de rentrer dans le portefeuille depuis à peu près 15 jours. La seule entreprise non française qui a clairement dévissé, c'est Loma, moins 7,5. Mais, je me console avec Google qui continue d'enfiler les all-time high avec, en 15 jours, plus 15,9%, ce qui est absolument exceptionnel. Le benchmark du portefeuille est en théorie toujours équipondéré à 5%. Mais les récentes variations ont légèrement altéré les proportions. Voici les principales nouvelles pour les actions du portefeuille. Premièrement, on commence avec Google et c'est encore le champagne. Une décision du tribunal de Washington a rendu un verdict favorable. Google n'aura pas à scinder Chrome en plusieurs petits concurrents. Il faut savoir que Google était accusé d'utiliser son moteur de recherche pour faire du monopole abusif parce que Chrome a quasiment toutes les parts de marché. Résultat, plus 15% en bourse en 15 jours. Et même les menaces d'amende de 3 milliards d'euros par l'Europe ne font pas peur au marché, surtout que Trump a annoncé de potentielles représailles au cas où ça se produit. Deuxième entreprise, c'est GTT. On a une nouvelle commande de la part des chantiers navals coréens Hanwha Océan pour la conception des cuves de 2 nouveaux méthaniers. C'est une bonne nouvelle qui s'ajoute à son carnet de commandes qui est déjà bien rempli. On parle quand même de 3 années de chiffre d'affaires. Troisièmement, c'est Total Energy. Total Energy a reçu 3 permis d'exploitation supplémentaires en Afrique, 2 au Nigeria et 1 au Congo. C'est très bien pour Total parce que l'Afrique est la dernière zone prometteuse pour trouver des gisements de pétrole conventionnel pas chers. Et la quatrième entreprise, c'est PepsiCo. Le groupe d'investissement activiste Elliott Management a pris une participation de 4 milliards dans l'entreprise. L'objectif il est clair, Elliott Management entend peser sur la direction de PepsiCo pour faire une restructuration du business model de l'entreprise. Premièrement, ils veulent une structure décentralisée comme Coca-Cola. Et deuxièmement, ils veulent réorienter le portefeuille de PepsiCo vers des snacks plus healthy pour lutter contre la stagnation actuelle des ventes. Très rapidement sur les dividendes du portefeuille, on est à 220 € perçus depuis le début du programme, soit 2,3% à rendement constant. J'ai reçu ces 15 derniers jours 9 € de Seplat et 3 € de American Waterworks. Comme tu peux voir à l'écran, ce sont toujours les pétrolières et le tabac qui me fournissent les meilleurs dividendes. Voilà pour les actualités du portefeuille. Je vais maintenant rentrer dans le détail d'une action française du CAC 40, Pernod Ricard. L'entreprise a connu beaucoup de déboires depuis le Covid, elle est tombée très bas en bourse. Mais est-ce que c'est une bonne affaire? Eh bien on va regarder son business model et ses métriques en détail. Je te montre ça tout de suite. Pernod Ricard est le deuxième groupe de spiritueux mondial derrière Diageo. C'est un acteur français qui est très connu pour nous parce qu'il produit la fameuse boisson à base d'anis, le Ricard. Et il est devenu en quelques décennies un groupe internationalisé. Mais depuis le Covid, c'est pas la fête. Baisse massive des ventes pendant le Covid, accumulation des stocks qui ont du mal à s'écouler après le Covid, pression politique et commerciale des États-Unis et de la Chine. Au milieu de toutes ces bourrasques qui frappent, on va voir si Pernod Ricard est une bonne entreprise selon ma méthodologie Quality Business. Première question, est-ce que Pernod Ricard est indispensable? Eh ben, clairement non. C'est pas une entreprise où les clients viennent lui acheter des produits par besoin, sauf si t'es alcoolique. L'entreprise doit batailler pour tenir un chiffre d'affaires, elle doit sans cesse dépenser de l'argent pour ses campagnes publicitaires, et les tendances de société évoluent défavorablement. Les jeunes générations consomment moins d'alcool, même en soirée. C'est donc une entreprise qui est en pleine lutte darwinienne pour performer, et ça, c'est pas un très bon critère. Deuxième question, est-ce que Pernod Ricard est bien diversifié? Oui et non. Avec 200 marques, pour tous les budgets et dans tous les pays, c'est plutôt un bon signe. Le groupe peut donc assez bien supporter une baisse des ventes sur un segment. Elle a actuellement 5 segments, les marques stratégiques internationales, les marques prestige, les marques spécialités, les marques stratégiques locales et les marques de prêt-à-boire. C'est un très bon catalogue, mais ça complique la stratégie globale. De plus, le groupe est principalement un exportateur et ça pose problème depuis quelques années. Les autorités chinoises ont décidé de lancer une enquête pour dumping contre les spiritueux occidentaux. Derrière ces enquêtes se trouve surtout un moyen de pression sur l'Union européenne et la France dans les négociations commerciales. La guerre commerciale frappe aussi de plein fouet les produits de Pernod Ricard, notamment depuis l'annonce des droits de douane par Donald Trump. Une hausse des prix sur les boissons, ça a un impact volume négatif, sauf sur les marques prestige. Elle a néanmoins une bonne vision stratégique, car elle a compris le problème. Le groupe veut donc se diversifier sur le marché qui est actuellement le plus prometteur, c'est l'Inde. Le pays est majoritairement hindou, donc il n'y a pas de problème, il consomme de l'alcool. Le pays s'urbanise, moyennise son niveau de vie et voit également une classe bourgeoise émerger. Bref, c'est les ingrédients parfaits pour augmenter les ventes en volume et en prix. Au vu des derniers résultats, c'est clairement la zone porteur pour l'activité du groupe. Et enfin, est-ce que le groupe a un pricing power sur ses clients?
Sur les marques premium, oui, les clients sont toujours prêts à acheter du prestige même s'il coûte plus cher. Mais sur les autres marques, non. Elle est dans un domaine hyper concurrentiel. Faut bien comprendre que le marché des spiritueux, il est très mature et surtout il est saturé par l'offre, il est saturé par les concurrents. Il y a Diageo qui est son principal concurrent mondial, et il y a également plein d'initiatives de spiritueux locaux qui se multiplient. C'est d'ailleurs pour ça que Pernod Ricard veut se recentrer sur ses marques premiumisables. Par premiumisable, il faut entendre des marques où ils peuvent augmenter les prix sans que ça bronche en face. C'est pour ça que l'entreprise a cédé sa division vin en avril 2025. C'était la division qui générait très peu de marge et qui était sur un marché trop concurrentiel. Maintenant, quand on passe aux fondamentaux, elle a rien pour briller. C'est pas mauvais, mais c'est pas fou non plus. Ces marges sont en berne. On parle de volumes qui se contractent depuis 2 ans et des douanes qui érodent les marges. Mais c'est surtout au niveau du cash flow et de la santé financière que ça coince. Le free cash flow, comme tu le vois à l'écran, est hautement instable et ça peut menacer à terme le paiement du dividende. Le site AlphaSpread juge d'ailleurs la stabilité du dividende comme difficilement soutenable. C'est d'autant plus inquiétant que le groupe commence à s'endetter fortement. La dette nette pèse 3 fois les profits, ce qui est plutôt élevé pour une entreprise qui vend de l'alcool. Et surtout, les profits ne payent que 6 fois les intérêts. Si le groupe ne redresse pas dans les prochaines années la profitabilité, alors elle devra choisir entre maintenir son dividende et continuer les investissements pour transformer le groupe. Alors, avec tout ça, est-ce que je l'achèterais? D'autant qu'elle a actuellement beaucoup baissé. Donc, est-ce que ça vaudrait le coup de l'acheter après entre guillemets une telle décote? À son prix actuel de 96€, elle est sous-évaluée de 22% selon le site AlphaSpread. Elle a un PER de 20 et surtout elle a un dividende attractif de 5%. Mon verdict c'est que malgré tout ça, clairement non, je ne l'achèterai pas. Elle est alléchante en apparence, mais son business model est clairement en difficulté. Elle est en pleine mutation pour basculer vers un catalogue resserré autour de marques premiumisables. Pour moi, c'est une entreprise de Paris, et j'ai déjà 3 entreprises de Paris dans mon portefeuille, je vais donc pas en prendre une 4e. Si elle avait un meilleur business model, fait par exemple à 100% de marques premium de luxe, si elle était un peu l'équivalent du Hermès des boissons, et qu'elle avait moins d'endettement, là je la ferais clairement rentrer dans le portefeuille, dans la catégorie des entreprises résilientes, car elle aurait beaucoup plus ce profil-là. Voilà mon avis sur Pernod Ricard. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce format d'analyse business model te plaît, ce que tu penses de Pernod Ricard, et si tu veux que j'analyse d'autres entreprises dans les prochains épisodes. Ça me ferait très plaisir de découvrir d'autres entreprises que tu pourrais me conseiller, et qui sait, peut-être je les ajouterai au portefeuille si je trouve qu'elles sont des quality business. Voilà, c'est la fin de cette revue du portefeuille, et je te propose de retenir 2 choses. Les prochaines semaines vous offrent de belles opportunités pour des entreprises françaises qui sont internationalisées. Deuxième point, pour moi Pernod Ricard est un dossier value trap. C'est alléchant en apparence, mais si tu investis dessus, tu risques à mon avis, de continuer à perdre de l'argent. Je doute de sa capacité à changer son business model dans les prochaines années, malgré la bonne intention de l'entreprise. Je te remercie d'avoir écouté cette revue jusqu'au bout, et on se dit à dans 2 semaines pour la prochaine revue du portefeuille.